Sur la question sur les pressions, ça dépend ce qu'on appelle une pression, des interventions du politique, de l'économie, des syndicats, etc., de tous les acteurs de la vie publique, il y en a sans interruption. Nous, on nous demande sans arrêt, compte tenu de nos longs parcours, enfin, je parle pour moi, alors les pressions, des exemples, etc. Bien entendu, mais il y en a sans interruption, sans arrêt. J'ai jamais connu des moments où il n'y en avait pas, pour être clair. Alors maintenant, sur l'ARCOM, moi, pardon, je parle en mon nom personnel, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je parlerais au nom de quelqu'un d'autre. Je suis plus en responsabilité. Je suis hostile au mode de nomination actuel. Et depuis le début. Je pense que c'est trop politique. Je pense que c'est pas normal que le président de la République choisisse le président ou la présidente de l'instance de régulation. Je trouve que quand imaginez que c'est déjà arrivé d'ailleurs une seule fois, je crois, avec la gauche sous François Hollande, qui avait à la fois l'Élysée, la majorité large à l'Assemblée et la majorité au Sénat. À ce moment-là, vous avez la possibilité, s'il y a une arrière-pensée politique, de nommer des gens qui pensent tous la même chose. Madame Cotta, vous avez été donc directrice générale de France 2 entre 1999 et 2002. Monsieur Tessier, vous avez succédé à la présidence de France Télévisions en 2000. Vous aviez succédé donc à l'époque à Xavier Gouilloux-Beauchamp, qui avait lui-même succédé en 1996 au démissionnaire Jean-Pierre Elkabbach. Et la démission de Jean-Pierre Elkabbach était due, vous en rappelez, à l'affaire des animateurs-producteurs. On en a beaucoup parlé dans le cadre de cette commission d'enquête. On en a notamment parlé hier dans le cadre de l'audition de Nagui. C'était un scandale qui avait à l'époque interpellé et ému beaucoup de Français, qui faisait suite notamment à un rapport parlementaire. Le rapport du parlementaire Alain Griotret, qui pointait notamment 3 animateurs-producteurs, à l'époque, Jean-Luc Delarue, Arthur et Nagui, qui percevaient à eux 3 plus d'un quart du budget total des programmes de France Télévisions, avec des marges excessives et des faits de favoritisme pour lesquels, notamment Nagui, avec sa société, a été condamné à l'époque. Alors, à la mort de Jean-Luc Delarue, le journal Le Monde, en date du 24 août 2012, écrira même, je le cite, « Avec Nagui et Arthur, Jean-Luc Delarue devient alors le symbole de cette débauche d'argent public finançant des sociétés de production privée. » Fin de la citation. Comment cette affaire a impacté la gestion de votre groupe, vos gestions respectives? Est-ce que vous avez tiré des leçons? Et la question s'adresse à vous 4 au fond, mais quelles ont été les leçons tirées pour éviter ces dérives d'argent public et pour éviter en fait des marges excessives d'animateurs-producteurs devenus des stars de l'audiovisuel public qui trustaient toutes les places? Allez. Écoutez, je répondrai très simplement. Ça a été des premières décisions de ma présidence qui a été de faire cesser cette pratique qui a effectivement coûté son poste à mon prédécesseur. Et j'espère qu'on peut aujourd'hui, avec le recul, mesurer les progrès qui ont été effectués dans la gestion quotidienne du groupe France Télévisions. Peut-être que vous pourriez nous décrire quand vous arrivez, qu'est-ce que vous voyez? Je vois ce qui apparaît dans les différents rapports et qui ont concerné cette période des animateurs-producteurs. J'étais bien placé pour voir les sommes sur lesquelles je devais travailler. Je pense que je l'ai fait en tenant compte du possible. Michel Cotta était à mes côtés et a fait elle aussi un gros travail dans ce domaine. Donc la réponse que j'ai à vous donner, c'est oui, cette évolution n'a pas été facile, mais elle a été faite. Parce que M. Sébastien, à votre place, il y a quelques jours, nous a indiqué que Nicolas Sarkozy vous aurait demandé sa tête. Alors, on ne demande pas la tête de quelqu'un. Je le cite. Vous savez, quand vous êtes le président de la République, vous ne dites pas « je veux sa tête », mais vous montrez un certain nombre, comme je le dis, d'agacements qui vous fait comprendre que si vous pouviez l'enlever de l'antenne, ce serait bien. Nous n'avons jamais obtempéré à une quelconque demande ou agacement. C'était notre liberté, c'était notre façon d'agir. Et les noms qui pouvaient agacer tel ou tel, que ce soit Franz-Olivier Gisbert, que ce soit Patrice Duhamel, que ce soit Arlette Chabot, pouvait agacer le président de la République. Je n'ai jamais cédé à cela. En tout cas, ça n'a jamais eu d'influence sur moi. Et je vais même vous dire une chose, et je l'ai écrite. Quand le président Sarkozy, au mois de juin 2010, me convoque à l'Élysée pour me renouveler sa confiance et pour 5 ans, puisqu'il avait changé la loi et que la loi n'était plus une élection, mais une nomination,
il me propose de continuer et il me pose la question aussi clairement que ça en me disant « Et ton équipe ?» Sous-entendu, j'espère que tu vas changer un certain nombre de personnes qui pouvaient correspondre à ces agacements dont je parlais il y a un instant. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, si vous me reconduisez, c'est parce que j'ai bien travaillé, et que si j'ai bien travaillé, c'est parce que j'avais une bonne équipe, et donc je repars avec la même équipe. Et il me regarde, et il me dit, bon, ben, j'ai toujours pas pris ma décision, on se revoit dans quelques jours. Et effectivement, on s'est revus quelques jours après, dans les mêmes circonstances, où il m'a annoncé Ne vous reconduisez pas. que je n'étais pas reconduit. Merci. Attendez, juste d'être le rapporteur, puis après. Je voudrais qu'on aborde un sujet que vous avez évoqué, Monsieur de Carolis. Le 8 janvier 2008, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, annonçait une véritable révolution culturelle, ce sont ses mots, dans le service public de télévision. Puis le 25 juin 2008, il confirme la réforme de l'audiovisuel public avec suppression progressive de la publicité et le renforcement du rôle de l'exécutif, aussi dans la nomination du président de France Télévisions. Le 30 juin 2008, lors d'un déplacement dans les antennes de France 3, il vous apostrophe alors, Monsieur de Carolis, en déclarant « Cette maison n'est pas tenue ». Fin de la citation. Alors, quand Nicolas Sarkozy prononce ces mots, cette maison n'est pas tenue, est-ce qu'à l'époque de votre présidence, à ce moment-là, vous considérez que France Télévisions était en meilleure santé, en même temps c'est difficile de faire pire, qu'aujourd'hui, ou du moins quels étaient les efforts de gestion que le président de la République, alors, vous a demandé de faire? J'ai combien de temps? C'est une longue histoire. Alors d'abord, comme le disait tout à l'heure Patrice Duhamel, nous l'avons appris, c'était appris dans mon bureau, parce qu'avec les autres collègues des chaînes privées qui étaient invités à cette conférence de presse du président de la République, nous avions décidé de ne pas y aller parce que ce n'était pas notre rôle. Donc chacun dans notre bureau, nous avons dû regarder cette conférence. Et là, c'est là que nous avons appris effectivement qu'il y aurait la suppression des chaînes, de la publicité sur nos chaînes. Moi, je pense très humblement que c'est une bonne chose. Ce que je n'avais pas apprécié à l'époque, c'est de ne pas être informé. Quand vous êtes le président d'un groupe de 5 chaînes de télévision, que vous dirigez à peu près 9 à 10 000 collaborateurs ou ETP, comme on dit, et que vous n'êtes pas prévenu, il faut organiser, réorganiser votre entreprise. C'est pas simple. Et vous devez amortir le choc. Donc ça a été un vrai travail. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Quand le président de la République vient sur... la ministre de la Culture était informée, Madame Albanel, à l'époque, vous pensez qu'elle était... Écoutez, vous lui poserez la question. Je crois que personne n'était informé. Même pas le Premier ministre, M. Fillon. Je retrouve, nous apprenons ça le lundi, me semble-t-il. Le lendemain, je suis dans le bureau du Premier ministre. C'est un tête-à-tête. Et il me dit, alors comment va-t-on faire ? Et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, eh bien, on va gérer. Voilà comment ça s'est passé. Il n'était pas au courant lui-même. Et c'est peut-être le tort qu'a eu l'actionnaire de ne pas prévenir et d'avoir pris cette décision un peu seul. Vous faisiez, monsieur le rapporteur, référence à cette maison n'est pas tenue. Bon, c'était pas sur le budget. C'était tout simplement que le président de la République venait sur les antennes de France Télévisions et qu'il avait été accueilli à son passage un peu fraîchement par une vingtaine de personnes et que ça l'avait fortement vexé. Ce que j'avais pu, moi, obtenir, et c'est pour ça que je trouvais que la maison était assez bien tenue, d'abord financièrement, sur le plan des programmes, et puis sur le plan aussi des relations avec les syndicats, c'est que j'avais obtenu des syndicats qui ne manifestent pas à l'intérieur même de l'entreprise, mais sur les marches de l'entreprise. C'était un symbole. Et ils avaient accepté de le faire. Donc, après la démarche du président de la République, à l'époque, était plus d'essayer de faire en sorte que sa décision d'arrêter la publicité soit bien comprise et qu'il avait mis sur la place publique un argument que je trouvais fallacieux, qui était de dire qu'il n'y a pas de différence entre le service public et TF1.
Or, s'il y avait une grande différence entre les deux, c'était bien à notre époque, où, avec Patrice Duhamel, nous avions multiplié par 4 les émissions culturelles. En 2005, quand nous prenons les chaînes, il y a 250 émissions culturelles sur nos différentes chaînes. À la fin de notre mandat, il y a 1000 émissions culturelles sur nos différentes chaînes. Tous les soirs, il y avait minimum 1 à 2 programmes après 20h30 sur nos chaînes, des programmes culturels. Donc il y avait un travail considérable que nous avons fait, et je trouvais ça extrêmement injuste de le dire. Mais il fallait pour lui avoir un argument pour pouvoir dire il faut qu'il y ait encore plus de différence, donc c'est la publicité. Voilà, ça a été un jeu, et ça a mené à cette fameuse phrase que je prononce sur RTL, c'est faux, stupide et injuste. Faux parce qu'il suffisait de regarder les programmes que nous faisions. Injuste parce que nous étions dans une phase de redéfinition de notre structure juridique, puisque Marc Tessier avait déjà engagé l'unification de France Télévisions avec la holding, mais qu'il restait des chaînes qui étaient juridiquement indépendantes. Quand vous étiez PDG de France Télévisions, vous étiez PDG de la holding, mais aussi PDG de France 2, PDG de France 3, PDG de France 4 et de RFO. Et donc, vous aviez chaque fois 3 conseils d'administration dans chaque tuyau, dans chaque silo. C'était un travail considérable et des sommes investies énormément pour le fonctionnement. Donc, il fallait réunifier cela. Et j'avais proposé au président de la République de l'époque, M. Sarkozy, de dire, eh bien, justement, puisque la décision est prise de supprimer la publicité, qu'il va falloir faire des économies, il va falloir réunifier totalement l'entreprise en faisant une entreprise unique, c'est-à-dire une seule et même entité juridique avec des antennes différentes, mais une seule et même entité juridique. Et le président m'avait dit OK pour ce travail-là. Il me restait 15 mois pour l'effectuer, ce que nous avons fait avec Patrice Duhamel et toutes les équipes de France Télévisions. Et le stupide est sorti tout simplement parce que ça mettait à mal ce travail d'unification du groupe France Télévisions. Alors, une dernière question du rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, une dernière question sur plutôt l'information sur l'audiovisuel public. Vous le savez, mais depuis que Delphine Ernotte est arrivée à la tête de France Télévisions, depuis 2015, il y a eu 7 directeurs de l'information. Sur TF1, depuis 2015, il n'y en a eu qu'un seul. C'est d'ailleurs la personne que Delphine Ernotte a choisi de remercier à son arrivée à la tête de France Télévisions. Et plus récemment, on a appris que la supervision de la direction de l'information était confiée au numéro 2 de Delphine Ernotte, M. Cid Montgomez, qui donc devient de fait patron des près de 3000 journalistes de France Télévisions, qui n'a jamais été journaliste, qui n'a jamais disposé de la moindre carte de presse, et plus préoccupant encore, qui n'avait travaillé avant d'arriver chez France Télévisions que pour un parti, Europe Écologie Les Verts, donc très loin d'ailleurs de la sphère médiatique, mais une sphère de militantisme et de politique. Est-ce que ça vous paraît sain que l'information de l'audiovisuel public soit confiée à une personne dont la seule expérience a été l'activisme politique, quel que soit le parti à nouveau, mais a été l'activisme politique, une personne qui n'a pas été journaliste? Qu'est-ce que ça dit au fond peut-être de la confusion entre information et politique? Monsieur Carolis, vous vouliez, allez-y. Oh, écoutez, on est là pour dire ce que l'on pense réellement et sous C'est serment. mieux. C'est mieux en plus au Je serment. trouve ça choquant. Voilà, je trouve ça choquant. Les journalistes doivent être dirigés par des journalistes. Voilà. Maintenant, je ne connais pas plus sur cette personne-là, donc je n'en dirai pas plus. Mais Et donc le directeur de l'information. tel que vous me présentez la chose, je trouve ça choquant. Donc directeur de l'information, parce que donc il y a un directeur de l'information, donc les journalistes sont dirigés par le directeur de l'information, qui, comme l'a rappelé le rapporteur, est sous l'autorité d'un directeur, M. Cid Montgomez. Vous nous dites que le directeur de l'information doit être attaché au président, c'est mieux, ou à la présidente. Oui, mais ça, c'est un sujet d'organisation. Oui. Là, moi, je réponds sur la personnalité. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une carte de presse? Est-ce que c'est un journaliste? Et un journaliste est directeur d'une rédaction. Mais c'est pas à quelqu'un d'autre de diriger une équipe journalistique. Je ne comprends pas d'ailleurs que les journalistes aient accepté cela. Voilà. Non, mais après, qu'il soit directement rattaché ou pas. Non, attendez, c'est quand même, faut être précis. Le directeur de l'information de France Télévisions, M. Corbet, a la carte de presse, c'est un journaliste. Dans l'organisation qu'a mise en place Madame Ernotte et que le rapporteur a indiqué,
pour la première fois, je crois, dans l'histoire de France Télévisions, le directeur de l'information, qui est un journaliste qui a la carte de presse, qui est M. Corbet, ne sera pas rattaché directement à la présidente de France Télévisions, mais à un directeur des antennes et des programmes. Et c'est vrai qu'on se demande, du coup... D'accord, pardon, alors Pardon, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'explique la situation, parce que je ne voulais pas que M. Carolis réponde sur une organisation qui n'est pas celle-ci. Ça ne change rien à ce que... Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous venez en défense de cette gouvernance de France Télévisions. Pas du tout. Plus le contestable. Pas du tout en défense. On a appris pas du il y tout a en quelques défense. semaines qu'une réforme était menée et que l'information, les 3000 journalistes, Serait rattaché. seraient rattachés à une personne qui n'a pas de carte de presse. C'est un fait inédit. C'est pas le N+1, c'est le N+2, mais c'est un fait inédit. Et en plus, il a été un activiste politique avant de rejoindre France Télévisions. Pas du Donc tout. ça ne change rien à la question posée. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.